Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. C'est important d'assumer parce que sinon, ça veut dire qu'on ne joue pas pleinement son rôle. Et j'assume du coup l'idée de parfois ne pas être tout à fait en adéquation avec ce qu'on peut attendre de moi. Je ne parle pas de l'entreprise, je parle de moi en tant que dirigeant parce que on est tous singuliers et j'ai envie d'assumer ma singularité. Bonjour, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Avec vous, je partage mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Dirigeants d'entreprise, experts ou entrepreneurs, ils interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ensemble, nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relation aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Avec une mère allemande, j'ai grandi dans une double culture. Et je me souviens d'Angela Merkel, pour qui ma mère avait une réelle admiration et qui a souvent été invitée dans nos discussions familiales. Sur le papier, elle n'avait rien de l'archétype du chef. Femme dans un monde d'hommes, scientifique dans un univers d'orateurs, protestante dans un parti catholique, issue de l'Est dans un pays dominé par l'Ouest. Et pourtant, c'est elle qui a su tenir tête à ses mentors, décider la sortie du nucléaire après Fukushima, affirmer un choix profondément humaniste en ouvrant les frontières aux réfugiés syriens, ou encore guider l'Europe dans la tempête de la crise de l'euro. Ces décisions peuvent sûrement être critiquées sur beaucoup de points, c'est évident, et ce n'est pas mon propos ici. En fait, là où d'autres jouaient la séduction, j'ai l'impression qu'elle misait sur la constance. Là où d'autres imposaient des discours, elle avançait pas à pas, comme une scientifique qu'elle était. C'est cette façon de faire autrement qui m'intéresse chez elle, et aussi dans la vie de façon générale, je dois l'avouer. Et c'est la raison pour laquelle je suis si heureux de recevoir Mathias Savignac au micro de Chiche. Bonjour Mathias, bienvenue. Bonjour Marc. Si j'ai partagé mon inspiration pour certains aspects d'Angela Merkel, c'est en fait de toi, bien sûr, et de ta façon d'être un grand patron autrement dont j'aimerais parler aujourd'hui. Tu es à la tête de la MGEN, une entreprise de 10 000 employés et de 3 milliards de chiffre d'affaires qui sert tous les jours plus de 4 millions d'adhérents. Mais on le verra, qui fait du business autrement. Et tu as un parcours qui sort des sentiers battus et qui fait de toi aussi un patron autrement. Alors ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous aider à sortir des modèles convenus et à regarder comment la différence, loin d'être une faiblesse, peut devenir une véritable ressource stratégique. C'est la tradition dans tous les épisodes de Chiche, c'est l'invité qui se présente lui-même en 1 minute. Et aujourd'hui, si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup que tu partages en particulier avec nous ce qui fait ta singularité et en quoi cette différence t'a aidé et peut-être aussi parfois pénalisé. Alors c'est une vaste question. Écoute, je suis président du groupe MGEN, tu l'as dit, et effectivement, je n'ai pas le parcours typique des dirigeants d'entreprise. J'ai débuté depuis le terrain. En tant que militant, bénévole pour la mutuelle, il y a de ça quasiment 18 ans maintenant, parce que j'avais ce besoin de trouver mon propre engagement, étant moi-même issu d'une famille avec des parents engagés, politiquement, syndicalement, et je n'avais alors pas trouvé ma propre voie d'engagement, et à travers celui de la mutuelle, eh bien, je l'ai trouvé. Et ça m'a permis, prenant des responsabilités après responsabilité, d'arriver à la tête de la MGEN il y a 4 ans, et de me frotter donc à tout ce qui fait les enjeux d'une entreprise, mais d'une entreprise pas comme les autres. Alors c'est un parcours, tu dis, qui a commencé en tant que bénévole dans ton coin, dans ta région. Tu es de l'Aveyron, je crois. Ton père était mineur, tu viens d'un milieu modeste, tu parlais de syndicalisme, t'as pas fait l'ENA. Au-delà des valeurs que ça t'a apportées, est-ce que tu dirais que ça a été pour toi une motivation particulière pour avancer dans ton parcours et pour arriver là où tu es aujourd'hui ? Je sais pas, on peut raconter, tu sais, les choses un peu a posteriori. Au moment où tu les vis, tu te dis j'ai une opportunité de faire quelque chose qui me fait envie. l'opportunité de prendre des responsabilités, et donc tu le fais, et c'est parfois plus facile de remettre du sens sur les choses a posteriori ou de se raconter une jolie histoire. Sur le moment, quand je me suis engagé, je n'avais pas à l'esprit qu'un jour je serais président de la mutuelle.
J'avais envie d'être utile, envie de contribuer à quelque chose. Encore une fois, après avoir beaucoup vu mes parents, mon père, quand les mines dans le Tarn à Blaye-les-Mines ont fermé, se battre pour maintenir son emploi, être muté en Isère, à côté de Grenoble, et vu ma mère abritée chez nous, quand j'avais 10, 11 ans, les réunions de son parti à la maison. Et donc, moi, je me rappelle, enfant, entendre les échanges, les mots, les éclats de voix, de rire de ces réunions-là. Et donc, ça a marqué mon enfance. Sur le coup, je me rendais pas forcément compte. Je trouvais ça normal, naturel. Et c'est qu'après le coup, que je me dis que finalement j'ai baigné dans ce champ, cet environnement engagé. Et je pense que ça a nourri quelque chose, effectivement, chez moi. Alors je dois t'avouer que l'environnement mutualiste était un peu nouveau pour moi. Et dans cette première partie de notre entretien, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on puisse définir rapidement le contexte particulier d'une mutuelle et aussi bien sûr ce que ça implique pour son dirigeant. Parce qu'on peut le dire tout de suite, une entreprise mutualiste, c'est pas une entreprise comme les autres. Elle appartient à ses sociétaires, elle appartient pas à des actionnaires. Et sa raison d'être est pas vraiment de maximiser le profit, pas du tout, mais de servir l'intérêt collectif. C'est ça qui caractérise la mutuelle ? Alors Marc, tu résumes plutôt bien ce qu'est le mutualisme. En fait, le mutualisme, pour moi, je le résume ainsi, c'est faire à plusieurs ce que seul on n'arriverait pas à faire. Et beaucoup des mutuelles de fonctionnaires, toutes les mutuelles de fonctionnaires, sont nées à l'après-guerre, au moment où la sécurité sociale se créait, et c'était des initiatives de femmes et d'hommes qui avaient décidé, pour se prémunir de risques, notamment au départ c'était sur le risque prévoyant, c'est-à-dire l'incapacité de travailler et donc d'avoir un revenu de substitution, qui se sont mis ensemble pour créer des caisses qui permettaient d'indemniser ou de permettre d'avoir un revenu décent à des hommes et des femmes qui ne pouvaient pas travailler. C'est ça qui a présidé finalement à la création de ces mutuelles-là. Les véritables mutuelles, ce sont celles qui ont un fonctionnement démocratique, qui mettent en œuvre des mécanismes de solidarité, qui sont à but non lucratif. On pourra revenir là-dessus, parce que tu l'as dit, on n'a pas pour visée essentielle le profit. Pour autant, on a une exigence de performance économique, parce que c'est ce qui permet d'alimenter et de faire vivre tout ce qui recouvre notre performance sociale durable, c'est-à-dire les actions que l'on fait en faveur de nos membres, tu disais, à travers l'intérêt collectif. Et alors, on l'a vu, hein, le contexte spécifique de la mutuelle, il y a forcément avec un contexte spécifique du président de la mutuelle. Et là-dessus, en fait, dans un modèle où, finalement, tu le disais, un homme égale une voix, qui garantit cette égalité, comment, toi, en tant que président, tu travailles sur ta propre capacité à convaincre et à mobiliser sans tomber justement dans le rôle du PDG qui impose ? Alors, c'est une tension permanente entre individualisme et individualité, finalement, entre collectif et capacité à vouloir porter ou avoir une idée, une vision de ce qu'il serait utile de faire. On est dans un fonctionnement, je te disais, par itération. On n'est jamais totalement top-down ou bottom-up, on est par itération. Mais il y a un rôle primordial du conseil d'administration qui doit lui-même porter une vision politique. Et une partie de cette vision politique, moi, je considère qu'il appartient au président qui a été élu d'avoir finalement certaines orientations à porter. Et c'est le rôle du dirigeant finalement d'être un peu à l'articulation de ça, de savoir faire un pas de côté quand les choses prennent une tournure qui montre que ce que l'on avait envie de porter ou que l'on pressentait ne correspondait pas à ce que notre base militante et adhérente souhaite, et en même temps parfois être capable de faire preuve de conviction, parce que avec la responsabilité qui est la nôtre et finalement la variété des points de vue qu'on a su capter, se dire, eh bien écoutez, j'entends, mais je pense qu'il faut quand même aller vers là, et donc arriver à faire preuve de conviction et de pédagogie quand on sent et qu'on est vraiment convaincu que c'est une direction à prendre et à incarner. Dans les accompagnements en coaching, on parle beaucoup de connaissance de soi, on parle beaucoup aussi de sous-personnalité, d'une partie de toi
qui est là actuellement, et puis d'autres parties de toi qui peuvent être en retrait, mais qui réapparaissent ou prennent le volant ou prennent le pouvoir de temps en temps. Et cette tension entre les différentes parties de toi, c'est de les reconnaître, c'est tout l'enjeu. C'est un peu ça aussi qui t'aide dans tes mécanismes de décision. C'est une autre forme de tension entre soi et soi finalement pour le coup, parce que tu sais quand je suis devenu président il y a 4 ans maintenant, en 2021. Et quand tu deviens président, tu as assumé au préalable des responsabilités moins importantes et tu avais toi-même un président qui dirigeait l'entreprise. Et finalement, entre ce regard que tu peux avoir sur celui à qui tu succèdes comme un rôle modèle, un mentor, tu pourrais facilement embrasser une manière de faire dans une logique de continuité. Et donc, il faut arriver à la fois à se dire « je suis un passeur », parce que je ne suis que de passage. J'ai été élu en 2021, et à un moment donné, quelqu'un me succédera. Et en même temps que je suis un passeur, je suis aussi une individualité qui a ses propres convictions, sa propre manière de faire. Et donc, il faut arriver à la fois à s'émanciper de celui qui vous précède, mais pas non plus faire des choses qui soient déconnectées de ce qu'est la réalité, l'ADN et l'identité de l'entreprise. Et donc, faire en sorte qu'une mutuelle qui a 80 ans continue à chaque fois d'être capable de se réinventer pour être en adéquation avec les besoins de la société et de ses membres, je trouve cette gymnastique finalement passionnante parce que elle t'amène toi-même à te réinterroger sur ce que tu fais, ce que tu portes et les raisons pour lesquelles tu le fais. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ça rentrait dans une forme d'introspection perpétuelle. C'est important aussi de se questionner là-dessus. On vient d'entendre, et je le comprends très bien, que pour toi, être dirigeant, c'est prendre des décisions qui engagent bien plus que toi-même. Tes équipes, les 4 millions de sociétaires, on peut dire parfois même, tu disais, les générations futures. Et dans une mutuelle, cette responsabilité prend une résonance probablement encore plus particulière, parce que justement, elle se base non seulement sur la rentabilité, mais sur un projet collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois un peu contradictoire, en tout cas très spécifique. Et il y a quelque chose chez toi qui m'a vraiment intéressé, marqué, je dois te le dire maintenant, c'est le fait que tu écris, que tu dis haut et fort qu'en tant que dirigeant, tu assumes tout. Et je te cite, « J'assume la charge de travail, j'assume le poids de l'histoire et de l'entreprise, j'assume mes décisions et leurs conséquences, j'assume ma capacité de changer d'avis et mon ignorance sur certains sujets. J'assume la confiance que je porte aux équipes. J'assume ma vie considérée comme hors norme, les photos dans Paris Match, mon accent de l'Aveyron et mes parents communistes. » Ça soulève en moi une question essentielle et c'est vraiment finalement, qu'est-ce que ça signifie vraiment d'assumer ? Sur la question d'assumer, je pense que au bout du bout, le sujet c'est d'être aligné avec soi-même. C'est-à-dire que je crois que je n'arriverai pas à assumer les responsabilités, toute proportion gardée. C'est une entreprise certes importante, mais si tu veux, je ne préside pas à l'avenir du monde. Mais je me sens responsable de tout. Et me sentant responsable de tout, j'ai besoin de me sentir aligné avec moi-même, pas en dissonance, pas orthogonal avec certaines choses. Et donc c'est important. C'est important d'assumer, parce que sinon, ça veut dire qu'on ne joue pas pleinement son rôle. Et j'assume du coup l'idée de parfois ne pas être tout à fait en adéquation avec ce qu'on peut attendre de moi. Je ne parle pas de l'entreprise, je parle de moi en tant que dirigeant, parce que on est tous singuliers et j'ai envie d'assumer ma singularité. Autrement, j'aurais l'impression finalement de ne pas être honnête avec moi-même et surtout de ne pas être honnête avec les autres. Il n'y a pas de truc caché, si tu veux. En plus, ma vie est quand même assez publique désormais. Et donc, ce que je fais, ça se voit. Ça peut plaire, ça peut déplaire parfois. Et je peux l'entendre. Il y a suffisamment de complexité à gérer quand on a des responsabilités importantes. S'il faut en plus gérer ses propres dissonances en permanence, je trouve que ça devient ingérable. Après, je dois avouer que j'ai un certain goût parfois pour la provocation et il faut qu'à ce titre-là, je me méfie par moi de moi-même pour pas faire des choses qui seraient contre-productives. Mais c'est mon côté un peu
Oui, j'aime bien un peu provoquer et faire un pas de côté. Faut pas faire trop de pas de côté parce que trop de pas de côté, ça devient une ligne. Et donc, voilà, je me méfie aussi un peu de moi-même, mais voilà, c'est une forme d'équilibre et d'alignement avec soi-même, moi que je perçois comme essentiel, si je veux être capable d'essayer de faire au mieux et d'assumer au mieux mes responsabilités. Et en t'écoutant parler d'alignement avec toi-même et d'assumer ta façon d'être moderne, c'est aussi la façon de te remettre en cause à chaque fois, à chaque époque. Cette capacité finalement d'à chaque fois de se concentrer sur ce que tu es à ce moment-là et pas forcément ce que tu as été. Et c'est ça aussi qui t'aide à assumer. Oui, en fait, j'ai pas besoin de réinterroger en permanence ce que j'ai été. Je suis à l'aise avec ce que j'ai été, je suis à l'aise avec là d'où je viens. Je trouve que ça fait une richesse de parcours, d'histoire, de conviction, et j'ai pas besoin à chaque fois d'invoquer le passé pour justifier ce que je fais aujourd'hui. Je suis frappé parfois quand je rencontre des dirigeants, des dirigeantes, quand on se présente et que on explique un peu d'où on vient. Beaucoup de gens que je rencontre disent moi j'ai fait l'école normale, des gens qui ont 60 ans et qui se définissent principalement par quelque chose qu'ils ont fait il y a 40 ans. Et moi je considère qu'il s'est passé des choses entre le moment où tu es rentré à HEC, tu as fait l'ENA ou tu as fait l'école normale et maintenant. Et donc je trouve parfois dommage de se définir par ce qu'on a été. Je trouve plus intéressant de se définir par ce que l'on fait et ce qu'on a envie de faire. Et c'est finalement ça moi qui m'anime un peu plus, c'est de se dire quelle est notre situation aujourd'hui ? Quels sont les défis qu'on a à relever et comment on regarde un peu, on essaie en tout cas de regarder un peu plus loin pour évoluer, embrasser cette complexité et se dire, voilà, ma responsabilité en tant que passeur, c'est qu'au moment où je transmettrai, où je passerai la main, je confie les rênes d'une entreprise qui va au moins aussi bien qu'au moment où on me l'a confié, au moment où l'Assemblée Générale me l'a confié. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup en tout cas et m'intéresse beaucoup. Et je trouve que ça, moi, ce sont des réflexions qui m'animent souvent parce que entre la conviction qu'on peut avoir personnelle, forte, et la responsabilité parce que nos décisions se traduisent en actes directs et à conséquences directes, je trouve que c'est une autre des tensions qu'un dirigeant doit gérer entre, finalement, le champ des possibles, ses convictions et la décision. En fait, ma question en t'entendant, c'est finalement, avec ces décisions, ces conséquences, comment toi tu gères cette tension entre ta responsabilité individuelle et la gouvernance démocratique qui est si spécifique et si forte dans une mutuelle et chez MGEN. Est-ce que ça t'aide à assumer ou est-ce que ça te titille ? Tu te poses la question en permanence, en fait, parce que parfois, j'aimerais me dire, tu vois, mais enfin, j'ai la conviction qu'il faut faire ça, et donc on y va. Et tu peux pas forcer le passage, en fait. Et il ne faut pas forcer le passage. Et donc, c'est cette fabrique du consensus qui est intéressante. Et dans l'exercice de la responsabilité, moi, je me méfie toujours un peu de... quand je vais chercher, tu vois, du consensus, est-ce qu'en fait, je cherche à construire du consensus ou aller chercher le consentement ? C'est très différent. Aller chercher le consentement, c'est dire, je vous propose ça et je fais tout pour que vous adhériez à ça. Je demande votre consentement. Chercher le consensus, c'est finalement partir avec une idée et accepter que le produit final soit un peu différent, parce que le consensus amène à faire des pas de côté, à accepter que sur certains points, ce soit pas tout à fait ce que tu avais à l'esprit qui soit décidé, et c'est la règle du jeu. Moi, je suis attaché au fait de se dire, on peut se tromper. On a le droit de se tromper. Par contre, on n'a pas le droit d'aveuglément, vouloir montrer, de persévérer, de montrer qu'on avait raison si on n'a pas raison. J'ai aucun sujet avec le fait de dire que, effectivement, je pensais ça, mais finalement, je pense autrement parce que vous m'avez convaincu. Je pense que c'est pas dénigrer sa capacité à porter des responsabilités, à porter une vision, parce que on n'est pas dans des vérités absolues. Le monde est tellement plus complexe que ça. Et je pense qu'il faut pas attendre du dirigeant une forme finalement de vérité absolue, d'avoir raison en permanence sur tout, mais le dirigeant doit pouvoir en revanche assumer les conséquences de ses actes, ce qui est un peu différent. La MGEN a la chance d'avoir une base militante incroyable. Moi je connais pas beaucoup d'organisations qui ont la capacité de mobiliser des femmes et des hommes tous les jours, dans tous les territoires, pour porter des convictions, contribuer à un projet, mener des actions de prévention. Je trouve que c'est formidable. Et en même temps, les militants sont peut-être un peu plus loin parfois de la réalité de l'entreprise. Tu vois, on a cette
cette double articulation entreprise et mouvement. Et c'est parfois difficile de concilier l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt du mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important et qui fait un peu notre différence et notre singularité. Il y a un mot qui revient ou qui est revenu plusieurs fois dans notre conversation jusqu'à présent et que tu utilises d'une certaine façon et qui me renvoie quelque chose qui n'est pas toujours évident à lier avec le mot de dirigeant, et c'est le mot de militant. Tu dis d'ailleurs, je crois, je suis un président militant. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que ça revient dans ton vocabulaire, parce que c'est le vocabulaire du mutualisme, mais aussi dans la force, l'énergie, la conviction, ton parcours, celui de tes parents. Le militantisme, c'est j'ai l'impression, une vraie partie de toi. Il y a à la fois un dirigeant qui incarne l'autorité, la responsabilité, la rationalité économique, parce que on l'a dit, mutualiste, c'est pas être sur une autre planète. Mais il y a aussi un militant qui, lui, j'imagine, incarne l'engagement, la conviction, parfois même peut-être la radicalité. Et ces deux postures se rencontrent. Comment tu les gères ? Ça fait partie pour moi de la richesse de la fonction. Parce que finalement, je te disais tout à l'heure, je me sens, mais tous les militants, ce sont les passeurs d'une histoire. Je prends pour exemple, parce que c'est important, de ces 80 ans d'histoire de la MGEN, elle a toujours été engagée sur un combat qui est important, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. MGEN a permis à des femmes d'accéder à la contraception quand celle-ci n'était pas encore autorisée. Elle a permis à des femmes d'avorter quand l'avortement était illégal. Depuis, tu vois, sur les questions de parentalité. Aujourd'hui, sur l'égalité qu'on cherche à atteindre en santé entre les femmes et les hommes, c'est des combats qu'on porte. Et ils se heurtent à d'autres convictions dans la société. Sur la question de la fin de vie, par exemple, qui est un autre combat qu'MGEN porte, on se heurte à des sensibilités, à des courants politiques, à des courants religieux, qui parfois viennent de manière assez violente questionner le rôle et notre légitimité à nous exprimer sur ces sujets-là. Et moi, je trouve important, malgré ça, de continuer à porter une voix forte, parce que c'est une certaine vision de la société et de la justice sociale qui anime l'action de la mutuelle. Et le corollaire de ça, c'est que ça ne peut vivre, ces combats, ces engagements, que parce que la mutuelle crée de la valeur, est performante économiquement, et que donc elle peut consacrer une partie de la valeur qui est créée à ses engagements, à cette vie démocratique, à ces sujets de société. Il faut rien renier, rien relâcher de ces combats, mais il faut avoir à l'esprit en permanence qu'à chaque fois qu'on s'exprime ou qu'on prend une position, on prend d'abord le risque d'être utile, et c'est un bon risque, mais aussi le risque de déplaire. Et donc arriver aussi à trouver le juste positionnement entre, finalement, on a une utilité sociale, on a une raison d'être, et on continue à l'affirmer, à la porter. Finalement, on sait au service de quel projet de société on s'engage, et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a un besoin absolu de mettre du sens dans ce que l'on fait, et il n'y a pas tant de lieux que ça dans lesquels aujourd'hui on est capable de faire résonner sa propre fibre d'engagement avec son activité professionnelle. On parle de conviction, on parle de militant, on parle de responsabilité, on parle en fait aussi finalement, si on prend d'autres mots, de prendre les commandes de son projet, de prendre les commandes de sa vie finalement. Et il y a eu ce moment aussi où, en tout cas dans le livre qui m'a marqué, où je te lisais et où tu disais j'étais en mode pilote automatique jusque-là, et j'ai alors repris la direction de ma vie. Et pilote automatique et reprendre la direction de sa vie, c'est très souvent le cœur des entretiens d'accompagnement en coaching avec les dirigeants qu'on accompagne. C'était quoi ce moment et qu'est-ce que ça parle de toi ? Alors écoute, je resitue parfaitement le moment qu'évoque cette phrase, et c'est quelque chose que j'ai conscientisé a posteriori. Je me suis pas dit sur le moment, tiens, c'est le moment de reprendre ma vie en main. Mais tu vois, ça a fait écho à moi sur mon parcours. J'ai eu envie de rentrer comme bénévole à la MGEN, je l'ai fait, et puis j'ai eu un parcours un peu, si tu veux,
On m'a confié des responsabilités, je les ai prises. On m'a proposé de rentrer au conseil d'administration, je suis rentré. Puis on m'a proposé de prendre des responsabilités. C'était confortable, mais sans que je sois moi à l'initiative de quelque chose. Et ce moment-là, pour moi, ça a été un moment de rupture perso, où je me suis dit, en fait, c'est moi qui décide si j'y vais ou j'y vais pas. Et je crois que ça a été un moment fondateur pour moi pour dire, non, en fait, et c'est pas ce que je veux. Et ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Et toi, cette mise en danger de soi à un moment donné, cette prise de risque, je trouve que ça a été un moment fondateur pour moi pour me dire, finalement, j'ai de la prise sur ce que j'ai envie de faire et ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce que j'ai envie de porter. Ça se joue dans l'instant, tu le conscientises après. Et peut-être que c'est pas tout à fait comme ça que sur l'instant ça s'est passé, parce qu'on a tendance souvent à enjoliver a posteriori les choses qu'on a vécues. Mais en tout cas... Mais il y a cet avant-après, il y a je me lance, c'est vertigineux, mais j'y vais. Et une part de risque, parce que je sais pas ce que ça va produire en fait. Ça va marcher, ça va pas marcher, enfin voilà. Mais si tu veux, le sentiment de m'être longtemps laissé un peu porter par les choses, et l'envie finalement de sortir de cette zone de confort, et de me dire, mais en fait, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Et en fait, ça a été le démarrage de ta campagne pour la présidence de la MGEN. Et donc là, moi, j'ai l'impression que c'est le militant qui était à l'œuvre à ce moment précis. Oui, absolument. Ça a été, encore une fois, je me suis présenté à la présidence de la mutuelle. Je n'étais pas seul, mais il y a eu un moment, un espace où finalement il y a eu des sujets de désalignement, et ça arrive dans toutes les entreprises. Il n'y a rien de dramatique et il n'y a rien d'exceptionnel. Mais à des moments, il y a des choses qui résonnent en toi et qui te font te dire, est-ce que je considère que je suis aligné avec tout? Sans doute pas. J'ai considéré à un moment donné que j'avais envie en tout cas d'apporter ma pierre et de prendre plus de responsabilités. J'avais envie d'endosser ce rôle-là en tout cas. Et il y a une part d'ego. Enfin, les gens qui disent j'ai pas d'ego, moi j'y crois pas. J'y crois pas du tout. À un moment donné, quand tu décides de t'organiser pour prendre des responsabilités, il y a une part de toi, il faut la connaître. C'est aussi l'importance de se questionner parfois sur ses motivations. Mais c'est important d'aller construire le consensus. Je pense qu'il est important aussi de pouvoir exprimer des dissensus. Parce que quand les choses ne sont pas dites, et s'accorder sur les dissensus, finalement, ce qui nous sépare à un moment donné dans une vision collective, je trouve que c'est sain et que c'est important. Et que c'est finalement le socle nécessaire pour bâtir du consensus. Mais tant que les dissensus ne sont pas posés ou exprimés, on reste dans des postures. Des postures qui ne s'écoutent pas et qui ne permettent pas la construction. Et je considère qu'à la mesure qui est la nôtre, dans une mutuelle, on est capable de faire vivre cette altérité. C'est-à-dire que la différence de point de vue, de parcours, de conviction, on arrive à mettre tout ça à contribution au service d'un projet collectif. C'est important, tu vois, cette histoire de notion de dissensus, de consensus et d'altérité. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup aujourd'hui dans les autres aspects de la vie de notre société. En écoutant le militant que tu es, ça me parle et je pense qu'en fait, c'est aussi une proposition à tous ceux qui nous écoutent, à tous les dirigeants, de finalement l'utiliser ce militant qui est en soi pour renforcer ses convictions, pour peut-être aussi accéder à une forme de radicalité saine au service du consensus, au service de l'altérité, au service du projet de l'entreprise. Et je trouve qu'en fait, ce ressort-là, il est pas souvent évoqué, et tu l'assumes, tu le revendiques, et je trouve que c'est assez puissant. Alors, je te remercie, mais après, si je suis tout à fait honnête, Marc, c'est sans doute plus facile de le faire dans une mutuelle que de le faire ou d'imaginer le faire dans une entreprise du CAC 40. Parce que il y a d'autres injonctions qui sont à l'œuvre, tu vois, les actionnaires, les conseils d'administration qui sont pas constitués de militants engagés, convaincus comme ceux d'une mutuelle. Je pense, tu vois, à Emmanuel Faber, par exemple, qui avait aussi des convictions à porter. Il y a eu des conséquences aussi à certaines de ses prises de parole ou de ses positionnements.
On a parlé du président militant et justement, je voulais pas terminer notre entretien sans aborder un aspect critique que tu évoques là, qui doit l'avouer me tient particulièrement à cœur. C'est le rôle politique des entreprises et des dirigeants justement. C'est vrai que l'entreprise, elle était souvent et longtemps perçue comme un acteur économique, mais de plus en plus attendue sur des enjeux politiques, sociétaux, et tu citais l'inclusion, l'égalité, la santé, la cohésion sociale, etc. Les politiques sont supposés avoir 3 apparats, 3 marqueurs forts, qui sont l'inscription dans le temps long. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, t'entends plus parler des codes de popularité que du projet. C'est extrêmement court-termiste. Deuxième marqueur du politique, c'est la légitimité à agir. Et tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes l'abstentionnisme, la remise en cause permanente du rôle et de la manière de faire des politiques font que leur légitimité est quand même singulièrement battue en brèche. Et puis le troisième marqueur, c'est la capacité à agir. Et encore une fois, avec les mécanismes que tu vois se mettre à l'œuvre à l'Assemblée nationale, avec des censures, et je ne juge pas du fond, je regarde la forme. Finalement, c'est très difficile de prendre une décision et de la mettre en œuvre. Et puis la situation économique du pays font que les marges de manœuvre sont très réduites. Eh ben moi, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis ces 3 marqueurs, temps long, légitimité et capacité, c'est les entreprises qui l'ont. Mais alors, toi, qui fréquentes quasiment tous les jours les hommes et les femmes politiques, est-ce que tu peux partager un exemple concret où justement, avec ta conviction de militant, de président, avec ton rôle politique, tu as développé, pris un enjeu social et comment tu l'as assumé ce rôle politique ? Oui, j'ai un exemple qui me vient tout naturellement à l'esprit, c'est tu vois le sujet d'évolution de la loi sur la fin de vie libre et choisie. J'ai porté lorsque j'ai été élu à l'Assemblée générale l'envie d'engager MGEN sur ce sujet-là. Et donc, on s'est rapidement organisé pour recueillir l'avis et les convictions de tout notre tissu social, militants et salariés. Avec, encore une fois, tu vois, tout le spectre des convictions et des ressentis. Sur des sujets qui sont très souvent et qui relèvent de l'intime en plus, tu vois, intime, ces sujets-là, ouais, c'est très intime. C'est mon rapport, moi, à la fin de vie, et on en fait un sujet politique et social. Et on l'a engagé très tôt, ce sujet-là, en s'organisant avec d'autres organisations de la société civile. On a appelé ça le pacte progressiste, puisqu'on avait envie de faire évoluer le cadre de la loi. Et on a fait, avec toutes nos équipes, œuvre de conviction. C'est-à-dire qu'on a fait des propositions d'amendement de la loi. Et un prix à ça, c'est qu'on s'est fait taper un peu dessus par, je le disais tout à l'heure, des gens qui voient pas tout à fait les choses comme nous. Et encore une fois, tous les avis sont légitimes, mais qui nous déniaient finalement le droit et la légitimité à nous exprimer. Et tu vois, ça pour moi, être capable, parce que c'est une de mes convictions à moi sur ce sujet de liberté qui est important. MGEN l'a travaillé. Moi, je suis fier de présider, si tu veux, une entreprise qui a pris le sujet à bras le corps, qui l'a travaillé, ça fait maintenant 4 ans, et qui continue à défendre finalement ce qu'on considère être un progrès social ou un sujet qui nourrit un peu la justice sociale. On parle beaucoup de politique, mais en fait, tu es politique dans un projet, dans une conviction, dans un militantisme, mais tu es aussi président, et on l'a dit, d'une entreprise qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires, qui sert des millions d'adhérents. Donc en fait, c'est politique et dirigeant. Comment tu concilies et comment la transition se vit et se fait ? Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. C'est pas pour ça que c'est pas toujours difficile ou parfois toujours simple d'accorder les deux, mais je parlais tout à l'heure des 2 faces d'une même pièce. On peut défendre un projet politique et en même temps avoir le sens de la responsabilité de l'entreprise que tu présides. Et il faut arriver finalement à faire en sorte que ce cercle vertueux du projet politique qui nourrit le sens de l'action et l'action qui nourrit le projet politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as aussi un sujet d'incarnation de ce que tu portes. Les preuves. C'est pas simplement un projet politique pour la beauté du verbe. On peut se payer de mots, se nourrir de convictions, mais il faut aussi qu'il y ait des traductions concrètes. Et toi, la partie de l'entreprise, c'est aussi le lieu de la mise en œuvre du projet politique. Par exemple, quand tu t'engages à faire vivre partout sur le territoire ces établissements de santé
en ne pratiquant aucun dépassement d'honoraires, eh bien, c'est la traduction concrète, directe de choix politiques sur un modèle économique. C'est un exemple concret, mais pour moi, il est assez emblématique. On a fait des choix politiques. Tu vois, c'est finalement la vision binaire de la société qu'on nous expose souvent entre soit tes politiques, soit tes business, et entre les deux, rien de possible. Je trouve que c'est caricatural. On peut faire vivre, tu vois, un projet de société grâce à un modèle économique. On arrive à la fin de cet épisode chiche, et traditionnellement, c'est le moment où je reprends notre conversation. Et j'essaie de reprendre ce que tu as partagé avec nous, mais avec mes mots. C'est une façon forcément subjective de reprendre ta pensée, telle que je l'ai reçue durant notre entretien. Ma façon aussi de te restituer notre échange passionnant. Et à cet instant où on finit notre entretien, où l'on a suivi les pas d'un patron, autrement, il y a 2 choses qui résonnent en moi, fortement. La première, c'est cette idée forte qu'un dirigeant doit être un militant. Diriger une entreprise, c'est pas seulement gérer une organisation, mais c'est aussi incarner un héritage et défendre une cause. Et dans ton cas, comme président de la MGEN, tu acceptes de naviguer dans un monde capitaliste où la rentabilité immédiate domine, tout en restant fidèle à tes valeurs et un projet fondé sur la solidarité et sur le collectif. Ce qui me plaît dans ce concept de dirigeant militant, c'est justement de ne pas avoir à choisir entre gestion et conviction, mais d'accepter cette tension et d'en faire une force, d'être capable de transformer ses valeurs en décisions concrètes et durables. Pour le dire autrement, c'est accepter les compromis du réel sans jamais céder sur l'essentiel. Et ça, j'ai l'impression que ça touche justement le nouveau leadership dont le monde a besoin. L'autre chose qui résonne au moment où je te parle, c'est ta façon d'assumer. On en a parlé dans l'épisode. Ta façon de nous montrer que pour un dirigeant, assumer, c'est reconnaître pleinement ses choix, en accepter les conséquences et les incarner aussi avec lucidité. Mais ce que tu nous dis, ça va même aussi un peu plus loin, j'ai l'impression. Tu nous dis avec tes mots qu'assumer, c'est aussi savoir partager la responsabilité pour en faire une force collective. J'aime beaucoup cette idée de transformer le poids de la responsabilité en confiance collective. En fait, ce que je retiens, c'est probablement que assumer, c'est réussir à conjuguer exigence et humanité. Moi, je te remercie pour ta conclusion. Ça résonne aussi avec des choses qui me font moi vibrer ou qui m'animent. Merci Mathias de nous avoir accueillis ici à la MGEN et d'avoir partagé avec autant de conviction et de sincérité le Mathias militant, le Mathias président, le Mathias politique, le Mathias qui dirige une entreprise de 10 000 employés. C'était vraiment très inspirant et je repars, moi aussi probablement un peu plus militant que quand je suis arrivé. Merci. Merci à toi, c'était un plaisir que de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.